Alors, les enfants, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lasserre. Si vous n'avez jamais entendu parler de moi jusqu'à présent, je suis assez triste pour moi, parce que bien sûr mon orgueil en prend un coup, assez triste pour vous, parce que ça veut dire que vous n'avez pas eu connaissance des cours de philo jusqu'à présent. Alors là par contre ça serait plus problématique. Mais je pense que ce n'est pas le cas, que vous avez eu accès aux cours de philo grâce à YouTube. Alors, on s'est arrêté avec les autres, donc nous faisons un cours sur la politique, vous l'aurez compris, un cours sur l'État, autour de la notion de l'État et de la question de l'exercice du pouvoir politique par l'État. La question qu'on s'était posée, c'est est-ce que l'État est légitime pour exercer le pouvoir politique? Et donc dans la première partie, ce qu'on essaie de voir, ce sont toutes les conditions qui rendent légitime l'exercice du pouvoir politique par l'État. Donc quand on dit toutes les conditions qui rendent légitime l'exercice du pouvoir politique par l'État, bien il faut entendre, si vous voulez, tout ce qui fait que, excusez-moi, tout ce qui fait que l'État a le droit de gouverner, a le droit d'un point de vue rationnel et d'un point de vue éthique, si on veut. Donc le but de la première partie, c'est d'essayer de montrer, de donner des arguments qui défendraient un style, enfin un régime politique qui serait légitime. Donc dans le grand 1, on a vu les philosophies libérales. Ensuite, on a commencé la philosophie platonicienne. Enfin, on a résolu, enfin, on a expliqué la philosophie platonicienne avec les autres. Et donc là, on est dans le 1.2. Et le 1.2, c'est la partie du cours qui traite des régimes politiques basés sur la raison. Basés sur la raison, les régimes politiques rationalistes. C'est la raison pour laquelle on a parlé de Platon avec les autres. Enfin, voir le cours. Bon, alors bien sûr, tous les auteurs que je cite ici et tous les arguments que je donne ne sont pas exhaustifs. Hein, si je devais faire un cours sur la politique, je le ferais en 2 ans, peut-être 3 ans. Voilà. Bon, là, il se trouve que avec le programme de terminale, c'est plutôt 2 ou 3 semaines. C'est pas la même échelle, si vous voulez. On est obligé, c'est comme ça, voilà. Non. Ce qui fait que je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas tout vous expliquer, je ne peux pas aller au fond des choses, mais je dois vous donner des arguments précis, clairs et très explicites que vous pourrez mobiliser pour une dissertation ou pour une explication de texte. Donc là, on va voir, sans transition si j'ose dire, les arguments qui sont donnés par Emmanuel Kant. Parce que ces arguments sont, en un sens, assez proches de ceux qui sont donnés par Platon. Donc Platon, je vous le rappelle, pour lui, c'est le sage qui doit gouverner, c'est le philosophe qui doit gouverner la cité. Pourquoi est-ce que c'est le philosophe qui doit gouverner la cité? Parce que c'est lui qui est légitime à le faire. Pourquoi il est légitime à le faire? Parce que le philosophe, c'est celui qui est à la recherche du bien, c'est celui qui veut le bien pour tous, le bien pour lui et le bien pour la République. Et comme c'est celui qui veut le bien pour la République, de ce fait, il est légitime à gouverner. C'est un être moral, il veut le bien. Quelqu'un qui veut le bien, on a envie qu'il ait le pouvoir. Quelqu'un qui veut le mal, on n'a pas trop envie qu'il ait le pouvoir. C'est une banalité affligeante ce que je vous dis, mais bon, c'est assez rationnel. Alors, il y a un autre philosophe qui développe un peu ce même genre d'idée, mais beaucoup plus tard, puisqu'on arrive au XVIIIe siècle, donc on passe du 5e siècle avant Jésus-Christ au XVIIIe siècle, avec Emmanuel Kant. C'est une des limites du cours de philosophie en terminale, c'est qu'on passe un peu du coq à l'âne comme ça, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce que les Lumières? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce texte. Alors ce texte, c'est un texte de Kant qui est sans doute le plus facile à lire. Il est très court. Je le donne régulièrement à l'oral de rattrapage du bac. Je le fais étudier aux élèves parce que, comme il est facile, souvent les élèves ont des bonnes notes. C'est assez simple. Alors, l'idée de Kant, Kant se demande donc ce que sont les Lumières. Kant est un philosophe des Lumières. Et en donnant une définition de ce que sont les Lumières, je dicterai, vous inquiétez pas. Donc là, j'explique. En donnant une définition de ce que sont les Lumières, eh bien, Kant développe une philosophie politique qui établit le type de régime politique qu'il voudrait voir émerger. Alors, d'après Kant, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'une part ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Ceux qui dominent, Kant les appelle les majeurs ou les tuteurs. Ceux qui sont dominés, Kant les appelle les mineurs ou ceux qui sont sous état de tutelle.
Un tuteur, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un morceau de bois qu'on met à un pied de plante pour que la plante pousse droit. Donc le tuteur donne la direction droite à suivre à la plante. Eh bien, de même, le tuteur en politique donne la direction droite à suivre à celui qui lui obéit, et celui qui est sous tutelle, eh bien, obéit au tuteur. Voilà. Donc cette distinction entre mineur et majeur, si vous voulez, elle n'a rien à voir avec l'âge, elle n'a rien à voir avec des considérations de cet ordre-là. Non, non, en fait, le tuteur, c'est celui qui domine, qui dirige, qui décide, celui à qui on obéit. Et donc le mineur, c'est celui qui, lui, obéit au tuteur, au maître. Bon, alors, le problème qu'on a là, c'est que Kant, en fait, part du principe, dans Qu'est-ce que les Lumières, que le rôle des Lumières, c'est de défendre la liberté. Et alors, pourquoi ça pose problème, ça? Parce que Kant, un peu comme John Locke, un peu comme les libéraux, fait de la liberté un droit naturel. Mais on ne comprend pas très bien pourquoi la liberté est un droit naturel. Après tout, on pourrait très bien l'opposer à Kant, on pourrait lui dire, mais pourquoi devrait-on défendre la liberté? Pourquoi est-ce qu'on aurait un devoir moral de défendre la liberté? Ou pourquoi est-ce qu'on serait contraint par la logique, par la raison, à défendre la liberté? Ça, il n'y a pas de preuve de ça, si vous voulez. En fait, Kant apporte une... Oui. Allez-y. Kant apporte une preuve de cette nécessité de défendre la liberté. Vous êtes combien d'ailleurs? 5, 10, 14, 15, il y a des absents ou pas? Il y a quelqu'un qui va être en retard parce qu'il était chez la prof principale. Ah, ok. Donc, Kant explique, ailleurs que dans Qu'est-ce que les Lumières, pourquoi il faut défendre la liberté. Cette explication, il la donne dans un texte de morale, qui est un texte d'éthique, qui est peut-être plus difficile à dire, qui s'appelle Les fondements de la métaphysique des mœurs. C'est aussi la métaphysique des mœurs. Bon, vous voyez bien qu'il est question de fondement, de métaphysique et de mœurs. C'est quoi en mœurs? Les mœurs, c'est ce qui constitue notre culture, nos croyances, notre manière de fonctionner en société. Donc, il est question de fondement, donc on essaie de chercher un fondement métaphysique à la morale. Donc Kant, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, recherche un fondement métaphysique à la morale. Il remarque que la morale, elle fonctionne autour d'impératifs. Il y a des impératifs. Alors c'est quoi un impératif? Un impératif, c'est une proposition qui commence par « tu dois ». Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc, il y a derrière l'idée d'impératif la notion de devoir. La morale relève du devoir. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Alors Kant distingue deux types d'impératifs. Bon, je ne vous fais pas le cours sur la morale dans son intégralité, mais bon, ça, il faut que vous compreniez. Sinon on n'a plus de justification pour ça. Première catégorie d'impératif, c'est l'impératif hypothétique. L'impératif hypothétique, c'est quoi? Eh bien, ce sont des impératifs les impératifs hypothétiques sont extérieurs à la morale. Ce sont des impératifs qui sont amoraux. Les impératifs hypothétiques décrivent des relations de moyens et de fins. Exemple d'impératif hypothétique. Si je veux réussir à obtenir mon baccalauréat, alors je dois, impératif, travailler. Bon, même si on sait que c'est pas forcément vrai. Mais on va faire comme si ça l'était. Il y a certaines années où le bac, on peut plus ou moins le trouver, enfin, on peut l'obtenir comme ça, de manière plus ou moins facile, par exemple en allant à Ecoplus. Bon, donc, bref, donc vous avez des impératifs hypothétiques qui se mettent en relation des moyens et des fins. Si je veux faire ceci, si je veux faire X, je dois faire Y. Ces impératifs-là sont complètement extérieurs à la morale. Et puis, à l'autre pôle, vous avez l'impératif catégorique. Alors, pourquoi est-ce qu'il est catégorique? Parce qu'il fonde, de manière catégorique, il fonde les catégories de la morale. Cet impératif-là est censé être universel. Alors, je vous en donne une formulation telle que Kant la donne, mais il y en a 4 dans la métaphysique des mœurs. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. C'est comme ça que Kant dit les choses. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous agissons, quand nous essayons d'agir de manière morale, nous devons simplement nous demander si la règle à laquelle on obéit quand on agit, on aurait envie qu'elle devienne une loi universelle. Bon, ça, c'est le premier moment du raisonnement. Est-ce que quand j'agis,
j'aurais envie que la règle à laquelle j'obéis soit une loi universelle. Et on peut prendre à partir de là un exemple. Imaginons qu'un prince convoque un sujet et demande à ce sujet de produire un faux témoignage. Le sujet refuse. Assez intuitivement, il apparaît que c'est moral de refuser. Deuxième situation, le même prince convoque le même sujet, lui demande de faire un faux témoignage et le menace, s'il refuse de faire le faux témoignage, de condamnation à mort. Ce qui est moral de faire, c'est aussi de refuser de faire le faux témoignage, okay, d'après Kant. Et ça, c'est l'expression de la liberté d'après Kant. Alors, pourquoi est-ce que aller à l'échafaud, c'est témoigner de l'expression d'une liberté? Parce que, premièrement, on n'aurait pas envie de voir ériger en loi universelle le faux témoignage, et notamment le mensonge sur lequel il repose. C'est-à-dire que, quand on fait un faux témoignage, on ment. Est-ce qu'on voudrait que le mensonge soit érigé en loi universelle? C'est-à-dire que la loi, c'est mentir. On voudrait que la loi morale, ce soit mentir. On n'aurait pas trop envie de ça, si vous voulez. Par contre, la conséquence de cela, c'est que si tout le monde, en fait, refuse de faire des faux témoignages, c'est-à-dire si tout le monde suit l'impératif catégorique, alors tout le monde est beaucoup plus libre. Si personne ne demande de faire des faux témoignages, si personne n'accepte d'en faire, tout le monde est plus libre. Vous comprenez bien pourquoi, puisque vous n'êtes plus soumis à l'arbitraire du mensonge, à l'arbitraire de la triche, à l'arbitraire de la malhonnêteté, en quelque sorte. On s'aperçoit qu'en respectant l'impératif catégorique, on favorise la liberté. Donc même si, à notre niveau, à nous, ça nous conduit à la mort, eh bien, ce pourquoi nous luttons de manière concrète, c'est la liberté. Mais on voit bien qu'il y a là encore un petit problème. Parce que souvent, l'explication, on l'arrête là, et cette explication est incomplète. Cette explication fonde la morale sur le désir, c'est-à-dire le désir de voir telle règle érigée en loi universelle. Mais Kant va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que Kant ne considère pas que la morale repose sur le désir, elle repose sur la raison. Elle est fondée sur la raison. En effet, si on fait du mensonge une loi universelle, alors c'est la notion même de vérité qui perd de sa substance, qui perd de sa signification. On ne sait plus ce que ça veut dire que la vérité quand partout règne le mensonge. Et si on ne sait plus ce que ça veut dire la vérité quand partout règne le mensonge, alors c'est la notion même de mensonge qui se définit nécessairement par rapport à la vérité qui n'a plus de sens. Ainsi, la loi morale, fondée sur le mensonge, n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle, comme elle n'a aucun sens logique, elle ne peut servir à fonder une loi. Alors qu'une loi morale fondée sur la vérité, elle a du sens, puisque la vérité, on peut en apporter la démonstration à partir de l'observation empirique. Donc il y a un fondement rationnel et logique derrière l'impératif catégorique et la métaphysique des mœurs. Ce qui veut dire que la liberté, c'est la conséquence de l'obéissance à un impératif catégorique moral qui repose uniquement sur la rationalité. Alors, on ne va pas rentrer dans toutes les discussions qui consistent à montrer que ce que dit Kant est faux, parce qu'on pourrait peut-être effectivement le montrer. Mais ce qu'il faut comprendre simplement ici, c'est pourquoi est-ce que la liberté est un droit naturel d'après Kant ou un droit nécessaire. Parce que c'est une fin en soi, la liberté. C'est une fin en soi parce que la liberté, c'est ce qui découle de l'obéissance à un impératif catégorique. Et le corollaire encore de cette idée-là, c'est que les êtres humains ne doivent pas, d'un point de vue moral, utiliser d'autres des humains comme des moyens pour parvenir à des fins. Parce qu'on comprend que si on utilise des êtres humains pour parvenir à nos fins, on entrave la liberté d'autrui. On fait barrière à la liberté d'autrui. Et donc on comprend pourquoi il est nécessaire, du point de vue de la philosophie des Lumières, de faire en sorte que les gens qui sont sous la domination de leur maître sortent de cette domination. Parce que les maîtres utilisent leur sujet comme des moyens pour parvenir à leurs fins, qui sont garder le pouvoir, maintenir leurs privilèges, etc., etc. Enfin, on peut imaginer tout un tas de... Enfin, assouvir leurs désirs, en quelque sorte. Bon, la justification de la défense de la liberté dans Qu'est-ce que les Lumières, elle se trouve dans les fondements de la métaphysique des mœurs, avec cette histoire d'impératif catégorique. Bon, bien sûr, quand vous aurez une dissertation sur la politique, vous ne devrez pas restituer toute l'argumentation morale, mais si vous référez à l'impératif catégorique, vous montrez que vous avez compris la philosophie politique de Kant. Ça aide quand même.
Ok, donc maintenant, revenons à la politique. Donc, la liberté, c'est quelque chose que l'on doit défendre. Il en relève du devoir moral fondamental, devoir, je vous le rappelle, fondé sur la raison, donc d'une parfaite neutralité. Alors, concrètement, comment on fait et qu'est-ce qui s'oppose justement au déploiement de la liberté? Eh bien, ce qui s'y oppose, c'est d'une part les gens qui sont sous tutelle et d'autre part les tuteurs. Pourquoi les gens qui sont sous tutelle s'y opposent? Parce que, dit Kant, eh bien, c'est plus facile d'avoir un livre qui me dit ce que je dois penser, quelqu'un qui me dise quoi faire, que décider moi-même librement ce que je dois faire, ce que je dois penser. C'est plus difficile d'agir et de réfléchir par soi-même que de se laisser porter par quelqu'un qui agit et qui réfléchit à notre place. Le début de Qu'est-ce que les Lumières commence par une phrase d'Horace, en latin, sapere aude, ce qui veut dire ose savoir, ose penser, ose réfléchir, ose penser par toi-même, ose te servir de ton propre entendement. Et donc ça, c'est l'injonction, c'est l'injonction à laquelle soumet Kant, c'est l'injonction que laquelle soumet Kant à son lecteur. Il lui dit voilà, ose penser par toi-même, ose réfléchir par toi-même. Ça, c'est la condition de la liberté. C'est ce qui permettra de sortir de l'état de tutelle. Ce qui veut dire que pour ne plus être esclave, il faut réfléchir. Celui qui ne réfléchit pas, par nature, est esclave. Il est nécessairement esclave. Il ne peut pas s'échapper de sa servitude s'il ne réfléchit pas. Donc, l'idiot, si vous voulez, il est peut-être très heureux dans son idiotie, mais il est aussi, donc de manière subjective, il est heureux, de manière objective, il est esclave. Ouais. Mais, dit Kant, les tuteurs font tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir sous tutelle, dans cet état-là, ceux qui sont dominés, en leur garantissant, par exemple, une sécurité bienveillante. Regardez, on veille sur vous, on fait en sorte que vous vivez bien, que vous viviez tranquillement. Donc voilà, restez esclaves et soyez contents, quoi. En gros, c'est un peu ça le discours des tuteurs. Kant dit que cette situation n'est pas acceptable. Alors, il donne des modalités qui permettraient à la raison de se déployer dans la société. Alors déjà, ces modalités ne sont pas d'ordre révolutionnaire. On comprend qu'assez logiquement, Kant est plutôt contre la révolution. Parce que la révolution, c'est un mouvement de masse, généralement violent, pas nécessairement, mais bon, enfin, si quasiment nécessairement violent, enfin ça se discute, ça. Et cette violence conduit au renversement d'un régime politique qui est remplacé par un nouveau régime politique. Et Kant dit à ce sujet-là, avec la révolution, on remplace des préjugés par de nouveaux préjugés. En fait, si vous voulez, pour parler sans langue de bois, on remplace des imbéciles par de nouveaux imbéciles. Donc on remplace des gens pas éclairés par des gens qui ne sont pas éclairés non plus. Donc peut-être que le sort après la révolution sera meilleur, peut-être qu'il ne le sera pas. Ça dépendra des intentions des gens qui auront le pouvoir, en fait. Mais ça ne dépend pas de la raison, si vous voulez. Ce qui veut dire que le cheminement vers un régime politique qui favorise la liberté est un cheminement qui n'est pas brutal. C'est un cheminement qui est progressif, qui est long, qui demande de laisser le temps au peuple de développer leur esprit critique et leur intelligence. Donc l'humanité existe depuis plusieurs millions d'années. On en est arrivé là à un point qui est quand même pas génial. Donc pour que ça devienne génial, il nous faudra encore sans doute un peu de temps, si vous voulez. Et alors Kant dit voilà concrètement comment on fait. Alors il dit que concrètement, eh bien, il faut permettre à chaque personne publiquement d'exprimer ses opinions et ses réflexions sur la place publique, par le moyen de communication qui, à l'époque de Kant, était bien sûr les livres. Pourquoi est-ce qu'il faut pouvoir faire ça? Parce que comme ça, on rend public des idées qui peuvent être discutées. Ces idées, on peut montrer qu'elles sont justes ou montrer qu'elles sont fausses, et expliquer rationnellement pourquoi. Si personne n'a accès aux idées, personne n'a accès à la pensée. Aujourd'hui, par exemple, les communications scientifiques fonctionnent comme ça. Alors, elles ne sont pas accessibles au grand public, mais si vous appartenez à une communauté de recherche, eh bien, vous avez accès à des revues académiques qui font état de toutes les discussions académiques depuis toujours. En fait. Et puis, vous pouvez discuter ces idées, les remettre en question publiquement. Vous avez une liberté quasiment totale pour discuter des idées qui sont exposées. Donc, vous avez une liberté aussi totale pour réfléchir. On comprend bien que si personne n'a accès à aucune idée, si la seule chose à laquelle on a accès, c'est, je sais pas, BFM TV et CNews, le
le niveau, enfin, la réflexion sera limitée à ce genre de discours qui sont eux-mêmes très très limitatifs, en quelque sorte. Donc, il y a chez Kant une défense de l'idée une défense de la possibilité d'avancer des idées contradictoires. Et ces idées peuvent se montrer très critiques à l'endroit des institutions, puisque le but c'est aussi de faire progresser les institutions. Donc il doit y avoir une totale liberté de diffuser des idées qui peuvent être très critiques à l'endroit des institutions. Ce qui implique une deuxième chose, c'est que l'État a le devoir moral et rationnel de promouvoir l'expression de ces idées. En fait, pour que les hommes soient libres, il faut que l'État garantisse oui, allez-y. Garantissent la diffusion et promeuvent la diffusion d'idées contradictoires, quitte à ce que les idées en question entrent en contradiction avec l'opinion, la doctrine de l'État lui-même. L'État doit encourager l'autocritique, si vous voulez. Par exemple, dans un État comme celui-ci, en plus des tracts publicitaires que vous avez pour la laïcité, vous avez accès à tout un tas de discours au sujet de la laïcité, de manière complètement libre, gratuite, qui vous permettent de réfléchir à la laïcité. Et surtout de manière égale. C'est-à-dire qu'il y a une grande asymétrie là. Là, on a un tract publicitaire au sujet de la laïcité qui énonce des choses plus ou moins vraies, parfois plus ou moins inexactes. Et ce tract se présente comme une sorte de prêt-à-penser, si vous voulez, de choses que vous devez ingérer, accepter. Mais toute la réflexion qui sous-tend les idées de ce tract, elle n'apparaît pas. Pourquoi devrions-nous accepter ce tract et les idées qu'il avance? A priori, on n'a aucune raison de les accepter. En fait, on ne devrait accepter aucune idée si on n'a pas des arguments derrière. Voyez? Et donc, quand lui défend l'idée selon laquelle on doit avoir des arguments qui permettent de défendre ces idées. Alors, en réalité, pour le tract sur la laïcité, il y a beaucoup d'arguments qui permettent de défendre les idées qui sont énoncées. Mais le problème, c'est que les idées, elles n'y sont pas. Donc, d'après Kant, un État qui ne favorise pas la diffusion d'arguments et de réflexions n'est pas un État qui défend la liberté. Voilà. Bon, d'après Kant, nous ne vivons pas forcément nous-mêmes dans un État qui favorise particulièrement la liberté non plus. Ouais. Mais bon, ça c'est la philosophie, vous savez. Ok, vous avez compris l'idée? Le rôle de l'État, c'est de défendre la liberté, parce que la liberté, c'est quelque chose qui procède nécessairement d'une rationalité. Cette rationalité, elle s'exprime dans le fondement même de la morale, qui est l'impératif catégorique. Donc on a notre impératif catégorique, qui est un fondement rationnel de la morale. Une des conséquences logiques de ce fondement rationnel de la morale, c'est que la liberté est une fin en soi pour les hommes. Donc comment est-ce qu'on défend cette liberté qui est une fin en soi rationnelle et logique pour les hommes et nécessaire? Eh bien en mettant en place un État qui garantit la possibilité d'accéder à cette liberté. C'est-à-dire, et comment est-ce qu'on y arrive? Grâce à la réflexion. Hein, on comprend bien que si on ne réfléchit jamais, on n'a aucune idée sur rien. Et si on n'a aucune idée sur rien, on est incapable d'avoir une représentation du monde qui puisse renvoyer à quelque chose de vrai et de réel, auquel cas on ne peut pas du tout être libre. On est sujet à toutes les manipulations qui peuvent exister. Bon, allez, vous allez noter un petit peu maintenant, parce que j'ai beaucoup parlé et vous n'avez rien écrit. Donc vous sautez une ligne, enfin oui, non, enfin vous, du coup, ouais, vous sautez une ligne. Dans Qu'est-ce que les Lumières? Dans Qu'est-ce que les Lumières? C'est au tableau. Kant expose les conditions. Dans Qu'est-ce que les Lumières? Kant expose les conditions nécessaires à la mise en place. Kant expose les conditions nécessaires à la mise en place d'un régime politique qui défend les libertés individuelles. Donc, Kant expose les conditions. Je vais mettre en place. Oh, excusez-moi. Un régime politique qui garantit, qui assure les libertés individuelles, pardon.
Point. Pour Kant, la liberté est une fin en soi. Une fin en soi, oui. FIN. Pour Kant, la liberté est une fin en soi. Comment ça, en soi? En soi. En soi. C'est un I, bien sûr. Oui, c'est pas de la soie. Rien à voir, mademoiselle, effectivement. Il n'y a pas de E. Point. Cette idée résulte de la philosophie morale. Cette idée résulte de la philosophie morale. Cette idée résulte de la philosophie morale que Kant expose dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Cette idée résulte de la philosophie morale que Kant expose dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Point. En effet, si on se conforme à l'impératif catégorique, je vous le dicte pas ici parce qu'on ne fait pas un cours sur la morale. Virgule. Alors, on agit en faveur de la liberté. Alors, on agit en faveur de la liberté. Oui. L'impératif catégorique, ça peut être aussi ne doit pas. Bah, comme il définit tout ce qu'on doit faire, bah, par exclusion, il définit aussi tout ce qu'on ne doit pas faire. Ouais. Tu ne dois pas mentir, puisque c'est le corollaire de tu dois dire la vérité. Donc la réponse est oui, bien sûr. Ok. Bon, on ne va pas exposer plus de choses sur la question de l'impératif catégorique. Point. Par conséquent, c'est un devoir de défendre la liberté. Point. Ce devoir doit donc être respecté par l'État. Toujours avec un E majuscule. Ce devoir doit donc être respecté par l'État. Point à la ligne. Nouveau paragraphe. Or, Kant remarque que la société est divisée en deux catégories. On remarque souvent ça en philosophie politique. On remarque que la société est divisée en deux catégories. Deux points. D'une part, les majeurs, virgule, c'est-à-dire les maîtres, virgule, les tuteurs, d'une part les majeurs, virgule, c'est-à-dire les maîtres, virgule, les tuteurs, virgule, ceux qui ont le pouvoir politique. Point virgule.
D'autre part, les mineurs, virgule, c'est-à-dire ceux qui doivent obéir aux majeurs. C'est-à-dire ceux qui doivent obéir aux majeurs. Ceux qui doivent obéir aux majeurs. D'autre part, les mineurs, c'est-à-dire ceux qui doivent obéir aux majeurs. Point. De fait, les majeurs sont plus libres que les mineurs. De fait, les majeurs sont plus libres que les mineurs. Point. Comment sortir alors de cet état de tutelle? Point d'interrogation. Comment sortir alors de cet état de tutelle? Point d'interrogation. Comment sortir alors de cet état de tutelle? Point d'interrogation. Kant exhorte son lecteur à, et vous pouvez peut-être même le mettre en rouge, penser par soi-même. C'est ce qu'on est censé faire dans un cours de philosophie, vous aider à penser par vous-même. Ce qui suppose que nous pensons déjà par nous-mêmes. Plus ou moins. C'est une hypothèse très lourde, ça aussi. Alors, exhorte son lecteur donc à penser par soi-même ou à penser par lui-même. Point. Vous pouvez repasser à votre couleur normale. Faire usage de la raison virgule, réfléchir, virgule, est la condition nécessaire pour accéder à la liberté. Rappelez-vous, la liberté, c'est un concept logique. Hein, pour accéder à la liberté. Point. Or, les mineurs ne se servent pas de leur propre entendement. Or, les mineurs ne se servent pas de leur propre entendement. Point. Il en va de la responsabilité de l'État des majeurs, hein, de ceux qui ont le pouvoir, il en va de la responsabilité de l'État d'encourager les peuples à s'émanciper par le moyen de la réflexion. Oui. Il en va de la responsabilité de l'État d'encourager les peuples à s'émanciper par le moyen de la réflexion. Point. Selon Kant, l'État a le devoir selon Kant, c'est toujours, ça découle de sa morale tout ça. Selon Kant, l'État a le devoir d'encourager la diffusion. Selon Kant, l'État a le devoir d'encourager la diffusion
d'idées contradictoires sur la place publique. Selon Kant, l'État a le devoir d'encourager la diffusion d'idées contradictoires sur la place publique. Virgule. Même si ces idées sont critiques, même si ces idées sont critiques, même si ces idées sont critiques à l'endroit des institutions. Même si ces idées sont critiques à l'endroit des institutions. Point. La mise en commun de toutes les idées est la condition nécessaire, il y a beaucoup de conditions nécessaires, est la condition nécessaire au déploiement de la réflexion. Point. Elle est donc la condition du déploiement de la liberté. Elle est donc la condition du déploiement de la liberté. Point, on va noter une dernière phrase sur Kant. Et donc la condition du déploiement de la liberté. Ainsi, seul est légitime un État qui promeut la liberté. Qui promeut la liberté à travers la libre expression publique d'idées contradictoires. Point, et on va s'arrêter là pour Kant. Vous allez pouvoir arrêter d'écrire, même si on n'a pas beaucoup écrit, vous allez pouvoir vous arrêter momentanément. Oui, souvent, vous savez, je ne sais pas, parce que bon, là, j'arrive dans des conditions particulières, mais quand vous arrivez en début d'année en cours de philosophie, les élèves ont très envie de donner leur opinion, donc ils ont envie quelque part de penser par eux-mêmes, et ça, c'est très, très, très louable. Voyez. Ils ont envie de dire ce qu'ils pensent eux-mêmes dans leur copie, de dire ce qu'ils pensent eux-mêmes tout court. Ils ne comprennent pas pourquoi on les saoule avec tous ces auteurs, enfin, ils peuvent très bien réfléchir par eux-mêmes tout seuls, ils n'ont pas besoin de tous ces auteurs pour penser par eux-mêmes. Cette idée est une idée fausse, en tout cas, elle est au sens de Kant. Pourquoi c'est une idée fausse? Parce que ce qui risque à devenir, en fait, quand vous donnez votre opinion et que vous avez l'impression de penser par vous-même, c'est que vous n'allez faire que répéter des choses que vous avez déjà entendues. Dans le meilleur des cas, vous allez réinventer la roue, et vous allez dire des choses intelligentes, mais qui ont déjà été dites il y a 2000 ans, ou 1000 ans, ou 500 ans, ou je sais pas, il y a 20 ans, dans le meilleur des cas. Soit vous n'allez faire que répéter des préjugés. J'avais fait l'expérience une année avec une TES, et ils voulaient absolument donner leur opinion. J'avais donné un devoir d'1 heure, et je les avais autorisés à donner leur opinion personnelle dans leur copie. Ils étaient 37 dans la classe, il y avait, je ne mens pas, il y avait 35 copies identiques. C'est-à-dire qu'il y avait 35 opinions personnelles qui étaient identiques. Ce qui veut dire que ces opinions n'étaient pas personnelles. S'il y avait eu que des opinions personnelles, il y aurait eu 37 copies différentes.
S'il y a 35 copies identiques, c'est que l'opinion, elle n'est pas personnelle, elle est totalement partagée publiquement. Et c'est pour lutter justement contre cette espèce d'opinion, de doxa partagée publiquement qui repose sur absolument rien de rationnel, qu'on met en place des cours de philosophie et qu'on réfléchit en philosophie. C'est la raison pour laquelle on expose les idées des auteurs. Parce que les auteurs, les philosophes, ont réfléchi à tout un tas de questions avant nous. Et donc sur la base de leurs réflexions, on peut développer des réflexions qui sont originales. Et vous comprenez que si vous développez exactement les mêmes idées qu'eux, vous ne développez aucune réflexion originale. Vous développez des réflexions qui ont déjà été développées. Et donc si on veut mieux réfléchir, eh bien on ne peut le faire qu'à partir de la connaissance des réflexions des autres. Alors, on ne peut pas connaître toutes les réflexions de tous les autres, ça c'est impossible, mais le maximum des réflexions des autres pour réussir à avancer des idées nouvelles qui seraient des idées meilleures. Bon, assez paradoxalement, en fait, le meilleur moyen de penser par soi-même, comme le veut Kant, eh bien, c'est de connaître le maximum d'idées qui ne sont pas nos idées, qui sont les idées des autres, de se positionner par rapport à ces idées-là. On ne sort pas des idées comme ça d'un chapeau, ça n'existe pas, ça n'existe en aucun monde possible, si vous voulez. Voilà, donc... penser par soi-même, ça veut dire écouter les autres et réfléchir avec les autres, en fait. Il n'est pas possible de penser par soi-même sans le concours des autres. Ou alors on aurait une pensée très... C'est très bizarre, ça, comme idée, d'ailleurs, de penser par soi-même sans les autres. Ça voudrait dire penser à côté de la société, ou penser à la société, mais sans appartenir vraiment à la société. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc il faut bien comprendre que l'ennemi de la philosophie, c'est bien ça, c'est bien l'opinion. C'est déjà ce que combat Platon dans ses dialogues. Il combat l'opinion, c'est-à-dire ces espèces de préjugés, ces lieux communs, cette pensée préfabriquée à partir de laquelle pensent les gens et pensent détenir des savoirs. Mais ce sont des savoirs qui ne reposent sur aucune démonstration, sur aucune preuve, enfin sur absolument rien. Bon bref, voilà pour Kant. Alors, le problème avec la morale kantienne, c'est que c'est une morale qui est métaphysique. Alors je ne vais pas vous exposer toutes les objections qu'on peut faire à la morale de Kant, mais croyez-moi, il y en a, et puis quand on fera un cours sur la morale, ou quand vous ferez un cours sur la morale avec M. Mougeot, je pense qu'il vous les exposera. Mais cette morale souffre d'un certain nombre de problèmes et de contradictions. Je vous donne un contre-exemple tout simple. Imaginez, vous êtes pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, on a atteint le point Godwin, vous cachez des juifs chez vous, alors, SS vient taper à votre porte et vous dit Guten Tag, juif, point d'interrogation. Et alors Kant vous dit, Kant affirme qu'il ne faut pas mentir. Pour Kant, il faut dire qu'on cache des juifs chez soi. Et donc là, alors là déjà, ça pose problème, parce que si vous dites que vous cachez des juifs chez vous, vous envoyez consciemment des gens à la mort. Donc d'un point de vue purement pratique, utilitariste, on n'a pas très envie de faire ça. Mais c'est pas tout. Si vous dites la vérité au SS, ça veut dire que vous utilisez les juifs comme un moyen, finalement. Un moyen de réaliser l'impératif catégorique. Mais la logique de l'impératif de Kant, c'est qu'il ne faut jamais utiliser les autres comme un moyen. Or, il y a des cas dans lesquels on est obligé, pour réaliser l'impératif catégorique, d'utiliser les autres comme un moyen. Et ça, c'est pas très logique, ça. D'ailleurs, c'est pas logique du tout. Donc, on voit bien que l'impératif catégorique, qui repose fondamentalement sur la logique, eh bien, il repose aussi sur des belles contradictions logiques. Donc, ça marche pas très très bien, tout ça. Alors, ça veut pas dire que ce que dit Kant est idiot, est faux, est stupide, est abject, si vous voulez. Ça veut dire que l'hypothèse sur laquelle repose le raisonnement de Kant est une hypothèse très discutable. Après, si on se fixe pour but de défendre les libertés, le programme de Kant, il fonctionne très très bien. C'est-à-dire que si on oublie le fait que la liberté c'est un devoir absolument... on a le devoir impératif de défendre la liberté. Si on se dit, voilà, on a envie de défendre la liberté, on peut appliquer le programme politique de Kant, ça marche plutôt pas mal, concrètement. Ça marche plutôt pas mal. Bon, alors, il faut qu'on avance, malheureusement, la suite. 1.3, l'état de droit. Face au droit du plus fort. L'idée c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de nécessité dans le raisonnement de Kant. Enfin, si, il y a de la nécessité dans le raisonnement, mais il n'y a pas de nécessité dans l'hypothèse qui fonde le raisonnement. C'est plutôt ça.
Et le raisonnement reste hyper séduisant et hyper pertinent. Puisque à la lecture, en fait, à l'aune de la lecture de Kant, vous pouvez vous demander si le monde dans lequel nous vivons est un monde plutôt favorable ou plutôt hostile à la liberté individuelle. Kant vous dit, voilà, un monde qui est favorable à la liberté individuelle assure la critique, la réflexion, fait la promotion de la réflexion publique au niveau de toutes les idées qui peuvent exister. Et un monde qui est hostile n'assure pas cette promotion. Un monde qui est hostile met en place des discours qui garantissent la perpétuation de la domination. Maintenant, on peut se demander dans quel type de monde on vit. Ça nous permet de savoir si le monde dans lequel on vit est favorable ou hostile à la liberté. En cela, c'est tout à fait intéressant. Alors ici, on va exposer une idée, enfin deux idées, mais surtout une, qui a le mérite de ne pas recourir à des hypothèses métaphysiques. C'est-à-dire que les raisonnements qu'on va voir ici sont... Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Peut-être que tous les commentateurs ne seront pas d'accord là-dessus, mais les raisonnements que je vais vous exposer ici sont absolument nécessaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypothèse discutable dans ce que je vais vous dire. Et ça, c'est hyper cool, parce que ça veut dire que la philosophie politique qui sera déployée ici ne souffrira pas de la contradiction. Mais comme ça sonne dans 3 minutes, je pense qu'on va garder ça pour une autre fois. Ça sonne dans 2 minutes. Avez-vous des questions ?